Et si je vous disais que la plupart des pêcheurs font une erreur monumentale dès que le vent se lève? Une erreur qui leur coûte des dizaines, voire des centaines de poissons chaque année. Cette erreur, c'est de fuir, de chercher le confort, la petite anse abritée où l'eau est calme comme un miroir. On a tous fait ça. Mais aujourd'hui, on va parler de l'exact opposé. On va parler de cette torture qu'est la pêche face au vent. Et je vais vous démontrer que c'est souvent la seule et unique clé pour trouver les poissons qui ont vraiment faim. Ce que je vais vous révéler pourrait bien être la raison pour laquelle vos dernières sorties venteuses ont été de cuisants échecs. Alors, avant qu'on commence, une question simple. Vous êtes de ceux qui se cachent du vent ou de ceux qui l'affrontent? Soyez honnêtes. Et dites-le moi dans les commentaires. Vous risquez de changer de camp à la fin de cette vidéo. Le vent, c'est le paramètre météo qu'on regarde tous avant une session. Et soyons clairs, un vent à décorner les bœufs, ça n'a jamais fait rêver personne. Ça complique les lancers, ça refroidit, ça rend le contrôle de la ligne et du bateau infernal. La sagesse populaire, transmise par les anciens, nous a toujours appris à nous en protéger. Mets-toi dos au vent, tu lanceras plus loin et tu seras tranquille. C'est un conseil qui semble plein de bon sens. Pendant des années, j'ai appliqué ce dogme sans jamais le remettre en question. C'est plus facile, c'est plus agréable, et donc ça doit être mieux. Cette habitude est tellement ancrée qu'elle devient un automatisme. On arrive sur un lac, on regarde la direction du vent, et on choisit instinctivement la rive qui nous protège. Mais en faisant ça, on ignore un principe fondamental de la vie aquatique. On pêche là où c'est confortable pour nous, au lieu de pêcher là où c'est profitable pour le poisson. Aujourd'hui, on va déconstruire cette vieille croyance. Pour commencer, parlons de ce qui se passe réellement à la surface de l'eau. Quand le vent souffle fort sur une grande étendue d'eau, il ne fait pas que créer des vagues, il brasse l'eau en permanence. Ce brassage force l'oxygène de l'air à se dissoudre dans les couches supérieures de l'eau. C'est un processus d'oxygénation mécanique bien plus puissant que par temps calme. Or, l'oxygène, c'est le moteur de la vie aquatique. Des niveaux d'oxygène plus élevés signifient un métabolisme plus actif. Les petits poissons, les invertébrés et par conséquent les prédateurs deviennent plus énergiques, plus enclins à se nourrir. Pensez-y comme à une tasse de café pour tout l'écosystème. Une zone calme et abritée, sous le vent, est souvent moins riche en oxygène dissous. L'eau y est plus stagnante. En choisissant de pêcher face au vent, vous ciblez donc en priorité une zone où la vie est, littéralement, plus active et plus dynamique. C'est le premier indice, le plus fondamental, qui devrait vous faire changer de rive immédiatement. Maintenant, allons un peu plus loin que la simple oxygénation. Le vent qui pousse la surface de l'eau crée un courant. Ce n'est pas un courant de rivière, bien sûr, mais un déplacement lent et constant de la masse d'eau de surface vers la rive qui reçoit le vent. On appelle ça la rive battue. Ce courant de surface agit comme un gigantesque tapis roulant. Il transporte avec lui tout ce qui flotte ou nage entre deux eaux, le plancton, les micro-organismes, les débris végétaux. Et qui se nourrit de tout ça? Le poisson fourrage, les gardons, les ablettes, les petites perches. Toute la base de la chaîne alimentaire est mise en mouvement et se retrouve concentrée le long de cette rive battue par le vent. Au lieu d'être dispersée sur tout le plan d'eau, la nourriture est littéralement livrée sur un plateau d'argent dans une zone bien précise. C'est une opportunité que les poissons fourrages ne peuvent pas ignorer. Ils suivent ce courant et se regroupent en masse pour profiter de ce festin facile. Nous avons donc un courant de surface qui pousse le garde-manger vers une seule et même rive. Logiquement, que font les prédateurs? Exactement la même chose. Les brochets, les cendres, les grosses perches ou les black bass ne sont pas stupides. Ils savent par instinct que lorsque le vent se lève, le self-service ouvre ses portes sur la rive d'en face. Pourquoi passeraient-ils leur temps à chasser sur tout le lac, à dépenser une énergie folle pour traquer des proies éparpillées, alors qu'il leur suffit de se positionner sur la rive battue et d'attendre que la nourriture vienne à eux? Ils se placent en embuscade, souvent très près du bord, dans les vagues et l'eau troublée, et attendent que les bancs de poissons blancs passent à leur portée. En pêchant dos au vent, dans la zone calme, vous lancez votre leurre dans le salon des prédateurs, alors qu'ils sont tous passés à table dans la salle à manger, de l'autre côté du lac. Visualisons ça de manière très simple.
Imaginez que vous êtes au bord d'un grand étang un jour de grand vent d'ouest. Le vent souffle donc de votre gauche vers votre droite. Votre premier réflexe serait de vous poster sur la rive ouest, le vent dans le dos, pour lancer confortablement vers l'est. L'eau devant vous est relativement calme, mais en faisant ça, vous pêchez la zone de départ du courant de surface. Toute la nourriture et toute l'activité sont poussées loin de vous. La stratégie gagnante, bien que plus difficile, est de faire le tour du lac et de vous poster sur la rive est. Vous aurez le vent en pleine figure, ce sera désagréable, vos lancers seront plus courts, mais votre leurre atterrira précisément là où tout l'écosystème du lac est concentré. C'est sur cette rive que les vagues viennent s'écraser, que l'eau est trouble et que les carnassiers sont en chasse. C'est un changement de paradigme complet. La zone la plus inhospitalière pour le pêcheur est la plus accueillante pour le poisson. Cassons maintenant un autre mythe très répandu, l'idée que le bruit et le chaos des vagues font fuir les poissons. On a tendance à anthropomorphiser, à se dire que si nous étions un poisson, on chercherait un coin tranquille pour ne pas être secoué. Mais c'est une vision totalement humaine. Pour un brochet ou un cendre, les vagues qui s'écrasent sur la berge sont une aubaine. Premièrement, ce chaos visuel et sonore masque leur présence. Elles leur permettent de s'approcher beaucoup plus près des proies, sans être repérées. L'eau est souvent plus trouble, plus chargée en sédiments, ce qui diminue la visibilité et augmente l'effet de surprise. Deuxièmement, les vagues désorientent les petits poissons, les rendant plus vulnérables. Un gardon surpris par une vague est une proie facile. Le prédateur n'a qu'à se poster et accueillir les plus faibles. Ce que nous percevons comme un désordre assourdissant est en réalité un terrain de chasse 5 étoiles pour les carnassiers. Un autre avantage majeur de pêcher face au vent concerne la présentation de votre leurre. Quand vous lancez face au vent et que vous ramenez votre leurre, celui-ci se déplace contre le courant de surface créé par ce même vent. C'est exactement le comportement naturel d'une proie. Un petit poisson qui lutte contre le courant pour ne pas être drossé sur la berge ou qui tente de remonter le courant pour se nourrir aura ce mouvement. Votre leurre évolue donc de la manière la plus réaliste possible aux yeux d'un prédateur à l'affût. À l'inverse, si vous pêchez dos au vent, votre leurre est ramené dans le même sens que le courant. Il glisse sur l'eau de façon beaucoup moins naturelle, ce qui peut alerter un poisson éduqué. Ce détail de présentation peut faire toute la différence entre une touche franche et un simple suivi par curiosité. Abordons le problème numéro 1, le lancer. C'est la principale raison pour laquelle les pêcheurs évitent de pêcher face au vent. Lancer un leurre de 10 grammes contre des rafales à 40 km/h, c'est un cauchemar. Le leurre part en l'air, la bannière de la ligne forme un arc de cercle immense et on a l'impression de ne pas contrôler grand-chose. Mais il existe des solutions. La première est d'adapter son matériel. Optez pour des leurres plus denses et plus compacts. Un casting jig, un lipless ou un leurre souple monté sur une tête plombée lourde fendra mieux l'air qu'un poisson nageur léger et volumineux. La deuxième astuce est de modifier votre geste. Baissez le sion de votre canne au moment du lancer. Effectuez un lancer plus tendu, presque à l'horizontale. Ça limitera la prise au vent de votre ligne. Oui, vous lancerez moins loin qu'avec le vent dans le dos, mais ce n'est pas grave. Car comme on l'a vu, les poissons sont souvent postés très près du bord dans ces conditions. Pour ceux qui pêchent en bateau ou en float tube, la gestion de la dérive est cruciale. Tenter de se maintenir face au vent avec le moteur électrique peut vider une batterie en un temps record. La meilleure technique est souvent de se laisser dériver, mais pas n'importe comment. Positionnez votre embarcation en amont de la zone que vous voulez pêcher et laissez le vent vous pousser le long de la rive battue. Cela vous permet de couvrir une grande distance de manière silencieuse et naturelle. Pour ralentir la dérive et pouvoir insister sur les spots prometteurs, l'ancre flottante est votre meilleure amie. Elle agit comme un parachute dans l'eau et stabilise l'embarcation. Cette technique de la dérive contrôlée vous permet de présenter votre leurre de manière parfaite, en lançant perpendiculairement à la berge et en peignant méticuleusement toute la bordure où les carnassiers sont en chasse. La gestion de la bannière est le deuxième défi technique majeur. Quand vous lancez face au vent, celui-ci pousse votre fil et crée un ventre important dans la ligne entre le sion de la canne et le leurre. Ce ventre a deux conséquences néfastes. Il retarde la détection des touches et il empêche un ferrage efficace. Pour contrer ça, la solution est simple. Pêchez canne basse. Gardez votre sion le plus près possible de la surface de l'eau.
Cela minimise la portion de fil exposée au vent. Dès que votre leurre touche l'eau, récupérez l'excédent de fil très rapidement pour établir un contact direct. Utilisez de la tresse plutôt que du nylon, car son absence d'élasticité vous aidera à mieux sentir les touches les plus subtiles, même avec une petite bannière. C'est une habitude à prendre, mais une fois maîtrisée, elle vous permettra de rester efficace même dans des conditions difficiles. Il est essentiel de parler de sécurité. Affronter le vent, c'est bien, mais il faut savoir rester raisonnable. Pêcher depuis une falaise ou des rochers glissants par grand vent et fortes vagues peut être extrêmement dangereux. La première règle est de ne jamais prendre de risques inutiles pour un poisson. Si vous pêchez en bateau sur un grand lac, le vent peut lever des vagues très formées en peu de temps. Assurez-vous que votre embarcation est adaptée et portez toujours votre gilet de sauvetage. Il y a un seuil où le vent n'est plus un allié, mais un danger. Apprenez à reconnaître ce seuil. Si les conditions deviennent trop extrêmes, si vous ne vous sentez plus en sécurité, il n'y a aucune honte à renoncer et à se mettre à l'abri. Un bon pêcheur est avant tout un pêcheur vivant. Ne l'oubliez jamais. Quelles sont les espèces les plus réceptives à ce phénomène? En tête de liste, je mettrai sans hésiter le brochet. C'est un chasseur d'embuscade par excellence, et les conditions créées par le vent, eau trouble, proie désorientée, correspondent parfaitement à sa stratégie de chasse. Les grosses perches aussi adorent chasser en groupe le long des bordures battues, profitant du chaos pour encercler les bancs d'alevins. Le sandre, bien que souvent perçu comme un poisson de fond préférant les eaux calmes, n'hésitera pas à monter dans la couche d'eau pour se gaver de proies faciles sur ces mêmes bordures, surtout au lever et au coucher du soleil. Le black bass est également un excellent client. En somme, la plupart des carnassiers d'eau douce sont programmés pour reconnaître cette opportunité alimentaire. En ciblant la rive battue, vous augmentez vos chances de croiser la route d'un prédateur en pleine phase d'alimentation. Le choix des leurres est également stratégique. Dans une eau agitée, brassée et souvent plus teintée, il faut utiliser des leurres qui se font remarquer. Oubliez les petits leurres finesse et les pêches discrètes. Il faut du bruit, des vibrations et des signaux visuels forts. Les spinnerbaits et les chatterbaits sont des rois dans ces conditions. Leurs palettes brassent énormément d'eau et émettent des flashs lumineux puissants qui attirent les poissons de loin. Les crankbaits, surtout ceux à forte sonorité, avec des billes, sont aussi redoutables. Ils permettent de peigner rapidement les bordures et de déclencher des attaques réflexes. Pour les leurres souples, optez pour des shads avec un gros paddle qui déplace beaucoup d'eau. N'hésitez pas non plus à augmenter légèrement la taille de vos leurres. Dans le chaos ambiant, une grosse proie est plus facilement repérable et souvent plus rentable pour un prédateur. Je me souviens d'une session mémorable qui illustre parfaitement ce principe. C'était en automne, sur un grand lac de barrage. Un vent du nord glacial soufflait, créant des vagues d'un bon mètre sur la rive sud. Avec un ami, nous avons commencé, par réflexe, à pêcher la rive nord, complètement abritée. L'eau était limpide, le soleil brillait, c'était agréable. Résultat, après 3 heures, pas une seule touche, pas un suivi, le désert. Frustré, on a pris la décision un peu folle de traverser le lac pour affronter la rive battue. C'était l'enfer. Le bateau tapait, on était trempés. Mais dès les premiers lancers, ce fut la folie. Des touches violentes, des brochets surexcités qui attaquaient nos leurres à quelques mètres du bord, dans la mousse des vagues. En 1 heure, nous avons fait plus de poissons que pendant tout le mois précédent. Cette journée-là, j'ai compris que le confort du pêcheur est souvent inversement proportionnel à son succès. Il y a aussi une dimension psychologique. Accepter de pêcher face au vent, c'est accepter l'inconfort. C'est une forme d'engagement. Vous savez que vous allez avoir froid, que vos lancers seront moins précis, que ce sera plus fatigant. Mais cette difficulté a un avantage. Elle filtre les pêcheurs. Pendant que la majorité des gens s'entassent dans les 3 seuls coins abrités du lac, vous aurez des kilomètres de berges potentiellement excellents pour vous tout seul. Vous pêchez des zones qui subissent moins de pression de pêche, sur des poissons qui sont moins méfiants. C'est un état d'esprit à adopter. Il faut voir le vent non plus comme une contrainte, mais comme une opportunité. C'est un challenge, mais la récompense est souvent à la hauteur de l'effort fourni. Les plus belles pêches sont rarement les plus faciles. Celles qui restent gravées dans la mémoire sont souvent celles où l'on a dû se battre contre les éléments. Toute règle a ses exceptions.
Existe-t-il des situations où pêcher dos au vent est la bonne stratégie? Oui, mais elles sont plus rares. Par exemple, si vous pratiquez une pêche qui nécessite des lancers à très longue distance pour atteindre des structures spécifiques au large, comme des hauts fonds ou des cassures lointaines. Dans ce cas, l'aide du vent peut être précieuse pour atteindre ces postes. Autre cas de figure, par vent très faible. Un léger clapot créé par une petite brise peut activer les poissons sans pour autant créer un courant de surface suffisant pour concentrer toute la chaîne alimentaire sur une seule rive. Dans ces conditions, l'avantage de pêcher face au vent est moins marqué, et le confort de pêcher avec le vent dans le dos peut reprendre le dessus. Mais dès que le vent est soutenu et constant, la règle de la rive battue redevient presque toujours la plus efficace. Un autre point important est la structure de la rive battue. Toutes les bordures ne se valent pas, même si elles sont face au vent. Cherchez les zones d'accumulation, les pointes rocheuses, les entrées de baies, les arbres immergés, les herbiers denses. Toutes ces structures vont agir comme des points de blocage pour le courant et la nourriture. Les poissons fourrages vont s'y agglutiner et les prédateurs les attendront juste à côté. Une longue rive rectiligne et monotone sera moins productive qu'une rive avec des accidents de relief. Le vent vous donne la direction générale, il vous indique sur quelle rive pêcher. Mais ensuite, c'est à vous d'affiner votre recherche et de trouver les spots dans le spot, ces zones précises où le poisson sera le plus concentré. Utilisez votre sens de l'observation et les cartes bathymétriques pour repérer ces points clés avant même de lancer votre ligne. La couleur de l'eau est un excellent indicateur. Lorsque vous arrivez sur la rive battue, observez bien. Vous verrez souvent que l'eau est plus teintée, plus mâchée que sur le reste du plan d'eau. C'est le résultat des vagues qui viennent frapper la berge et remettent les sédiments en suspension. Ne voyez pas ça comme un inconvénient, mais comme une bénédiction. Cette eau trouble offre un camouflage parfait aux carnassiers. Ils se sentent en sécurité et peuvent s'approcher très près de leur proie sans être vus. C'est dans cette ligne de courant sale que les touches sont souvent les plus nombreuses et les plus brutales. C'est pourquoi des couleurs de leurre plus flashy, comme le chartreux, l'orange ou le blanc, sont souvent très efficaces dans ces conditions. Elles permettent à votre leurre de se détacher visuellement dans un environnement où la visibilité est réduite. Cette stratégie n'est pas limitée à la pêche du bord. En bateau, elle est encore plus dévastatrice. Vous pouvez longer toute une bordure battue sur des kilomètres en lançant vers la berge. C'est une prospection extrêmement efficace. Imaginez un brochet posté dans 2 mètres d'eau, le nez face au large, attendant que les proies poussées par le vent lui arrivent dessus. Votre leurre, lancé depuis le large vers la berge et ramené contre le courant, va lui apparaître de la manière la plus naturelle qui soit. Il va le voir arriver de face, comme une vraie proie. C'est une présentation beaucoup plus incitative qu'un leurre qui arriverait par le côté ou par l'arrière. Vous interceptez le poisson dans son champ de vision, sur son terrain de chasse, au moment où il est le plus enclin à attaquer. C'est la définition même d'une stratégie payante. Il faut aussi adapter sa vitesse de récupération. Dans une eau froide et agitée, les poissons ne vont pas forcément se lancer dans de longues poursuites. Une récupération lente, près du fond, peut être très efficace pour le sandre. Mais pour le brochet ou la perche, qui sont souvent plus agressifs dans ces conditions, n'hésitez pas à accélérer. Une récupération rapide et erratique, imitant une proie en panique dans les vagues, peut déclencher des attaques réflexes fulgurantes. Il n'y a pas de règle absolue, il faut expérimenter. Commencez par une récupération moyenne, et si vous n'avez pas de touche, variez. Essayez plus vite, plus lentement, avec des pauses. L'important est de rester concentré, car la touche peut survenir à n'importe quel moment, et elle est souvent très violente. Le contact doit être permanent avec le leurre. Pour résumer le plan d'action, c'est très simple. La prochaine fois que vous préparez une sortie et que la météo annonce du vent, ne vous lamentez pas. Au contraire, réjouissez-vous. Première étape, regardez la direction du vent. Deuxième étape, sur votre carte, identifiez là où les rives qui vont recevoir ce vent de face. Ce sont vos zones de priorité absolue. Troisième étape, une fois sur place, acceptez l'inconfort. Équipez-vous bien pour ne pas avoir froid. Adaptez votre matériel avec des leurres un peu plus lourds et denses. Quatrième étape, pêchez. Lancez face au vent, gardez votre canne basse
et prospectez méticuleusement ces bordures battues. Je vous garantis que si vous appliquez cette méthode rigoureusement, vous verrez vos résultats, les jours de vent s'améliorer de façon spectaculaire. Vous transformerez une journée potentiellement ratée en une session mémorable. Alors, pour conclure, on a vu que le vent, cet ennemi juré du pêcheur confortable, est en réalité notre meilleur indicateur. Il oxygène l'eau, il crée des courants, il concentre la nourriture et, par conséquent, il rassemble les prédateurs affamés sur la rive battue. Le moment, voilà le déclic. C'est de comprendre que la zone la plus désagréable pour nous est la plus confortable et la plus productive pour le poisson. C'est un changement total de perspective. On ne subit plus la météo, on l'utilise. On ne cherche plus l'abri, on cherche la zone de chasse. Appliquer ce seul principe peut transformer une sortie vouée à l'échec en une pêche exceptionnelle. C'est ça, la pêche. Observer, comprendre et s'adapter, même si ça demande de sortir de sa zone de confort. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a convaincu d'essayer cette approche la prochaine fois que le vent soufflera. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Racontez-moi votre plus belle prise faite en pêchant face au vent. Je suis sûr que vous avez des histoires de sessions galères mais mémorables à partager. À très bientôt au bord de l'eau.